au détour d'une clairière, au milieu d'un pré, au sommet d'une colline ou sur les pentes d'une lande, des géants de pierre se dressent, défiant les millénaires. Ils marquent les paysages d'une empreinte mystérieuse. L'érection de pierres monumentales existe dans de nombreuses cultures à travers le monde. Mais c'est sur la côte atlantique française et au Royaume-Uni qu'on en trouve les formes les plus spectaculaires et les plus anciennes. Les mégalithes, du grec méga, grand, et lithos, pierre, désignent ces imposants blocs rocheux qui suscitent de nombreuses questions. Certains y voient des monuments commémoratifs. Si c'est une pierre d'une personne, c'était quelqu'un de très important. D'autres s'interrogent sur la force qui a permis de les dresser. Se pourrait-il que nos ancêtres aient découvert et utilisé la fréquence de lévitation? Ces édifices sont-ils l'œuvre d'architectes ou d'artistes? On se demande si ce n'est pas la même main qui aurait gravé l'ensemble des stèles. Dans ce cas-là, on aurait effectivement affaire à un Michel-Ange de cette époque. Les mégalithes sont-ils les vestiges de croyances anciennes? Il est évident que les pierres sont disposées selon une logique astronomique ou cosmique. Entourés de mystères et de légendes, les mégalithes attirent scientifiques, artistes, aventuriers et passionnés de tous horizons. Depuis des siècles, les hommes s'interrogent sur l'origine et la signification de ces étranges monuments. Le Moyen-Âge y vit l'œuvre du diable, de sorciers ou de géants ayant vécu sur la Terre avant le déluge. Plus tard, on les attribua aux druides, ces prêtres celtes qui les auraient édifiés pour y célébrer leurs rituels. Certaines imaginations fertiles les associent à des forces surnaturelles ou des visiteurs extraterrestres. Quelles que soient les théories avancées, elles soulèvent toujours les mêmes questions. Qui a édifié ces monuments? Quand? Comment? Et pourquoi? Ces interrogations ponctueront notre voyage sur quelques sites emblématiques de l'ouest de la France jusqu'à l'extrême nord de l'Écosse. Carnac est notre première étape. Les menhirs, ou pierres longues en celte, s'y déploient en files impressionnantes. Le site est unique au monde, car il concentre plus de 3000 pierres alignées sur près de 4 km. L'âge du site a pu être estimé à 4000 ans avant Jésus-Christ, grâce à la datation au carbone 14 de charbon de bois découvert au pied de certains menhirs. Au premier regard, ces ensembles ne sont que des alignements de pierres brutes. Mais pour un œil averti, leur agencement est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Quand on progresse le long de ces alignements, on a un effet de perspective surprenant. À la fois, on a cette petite légère pente, cette petite colline, qui est vraiment accentuée par la taille de ces monolithes qui sont de plus en plus grands. Mais ça va encore beaucoup plus loin. Il y a certaines études qui ont été réalisées de morphologie des pierres où les chercheurs se sont aperçus que ces dalles extraites ici ont souvent une phase d'arrachement et une phase d'affleurement. D'ailleurs, tout ce granit qui affleurait sur le sol a été extrait sur place. Et il y a des ensembles un petit peu d'allées comme ça, où il y a deux files de pierres dressées. Et les faces de taille, qui sont les plus plates, sont toutes tournées vers l'intérieur. Je veux dire, c'est une mise en scène qui était préméditée, c'est pas le simple fait du hasard. Est-ce que ça permettait à un cheminement particulier d'une procession quelconque? C'est très difficile à imaginer, mais c'est fort possible. À savoir, est-ce qu'il y a eu un architecte pour mener ces travaux? C'était très très difficile à dire. Il y a sûrement eu un contexte symbolique et social très très fort. Mais je crois qu'on est loin encore d'avoir toutes les réponses. En ce qui concerne les orientations, quand on analyse une grande partie de l'orientation de ces alignements, on s'aperçoit qu'il y en a très peu, voire aucun, qui correspond à un axe remarquable astronomique. Il n'y a pas d'alignement vraiment orienté par rapport au lever du soleil ou au solstice ou aux axes lunaires.
Le principe, le concept de mise en œuvre est tout autre. La logique d'implantation des menhirs dans le paysage est un sujet qu'explore Christian Obelz. Archéologue autodidacte, Christian parcourt sans relâche la campagne bretonne depuis 25 ans pour tenter de comprendre la disposition géographique des alignements. Le site de Kerzero, à quelques kilomètres de Carnac, est une de ses étapes favorites. Je vais vous montrer le plan fait par le géomètre anglais Murray Vickard en 1832. C'était un grand géomètre qui travaillait pour la couronne d'Angleterre. Et voilà ce qu'il voit en 1832 quand il arrive à l'alignement où nous sommes. Ici, il y a 2 km 100, un peu plus de 2 km 100 pour aller d'un bout à l'autre de l'alignement. C'est le plus grand groupe de pierres dressées connu en Europe. Ce qui surprend le plus quand on voit ce plan, c'est que les fils ne sont pas droites du tout. Et les gens disent, mais qu'est-ce qu'ils font à jouer comme ça? Et en réalité, c'est le relief qui justifie les changements d'orientation. Par exemple, ici, on voit que les fils de menhir ont le même sens. Et arrivé à ce chemin qui se trouve juste à côté d'un ruisseau, qui se trouve là, hop, on a changement des fils. Les fils vont ensuite onduler pour courber, pour chercher à remonter vers cette crête rocheuse. Chaque changement d'orientation correspond à l'arrivée soit sur une colline ou sur un cours d'eau. L'intégration des menhirs dans l'espace naturel semble avoir été une préoccupation centrale de nos ancêtres bâtisseurs. Ils étaient sans doute guidés par une logique esthétique, mais aussi par une dimension symbolique. Il est vrai que ces fils de pierre qui s'étirent dans le paysage impressionnent. C'est le symbole de la puissance d'une population. On a vraiment une notion de territoire qui est barré par quelque chose. C'est aussi un symbole d'une ethnie, d'appartenance à une grande famille, une grande communauté qui a une culture commune et qui fait ça. Pourtant, une question majeure subsiste. Pourquoi ces ensembles monumentaux ont-ils été édifiés? Pierres commémoratives de personnes ou d'événements, lieux de cérémonies, marqueurs de territoire, les hypothèses foisonnent, mais la réponse restera à jamais enfouie dans l'esprit de nos ancêtres. Il faut avouer que de tout ce qui concerne la vie courante de ces gens-là, les habitats, il y a très peu de données, il y a peu de fouilles qui ont été réalisées sur des habitats. Peut-être que nous aurions une réponse avec des recherches sur le quotidien de ces gens-là. Je pense qu'il nous manque énormément d'éléments. Les mégalithes illustrent la grande mutation de l'histoire humaine, entre 6000 et 2000 ans avant Jésus-Christ. Cette période, appelée néolithique, est le moment où nos ancêtres chasseurs-cueilleurs se sédentarisent, inventent l'agriculture, l'élevage et bâtissent des sépultures pour enterrer leurs morts. Les tombeaux collectifs, appelés dolmens, apparaissent à la même période que les menhirs. Ils sont constitués d'une dalle de pierre horizontale posée sur des pierres verticales qui la supportent. Les hommes du néolithique pénétraient à l'intérieur de ce couloir et déposaient tout le long des corps. Et on sait qu'il pouvait y avoir plus d'une dizaine de corps, voire une centaine de corps à l'intérieur. Les dolmens, comme les menhirs, témoignent de la naissance d'une culture vieille de 6000 ans. C'est vraiment le début de notre culture. Puisque c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où l'être humain se met à fabriquer quelque chose qui ne sert à rien pour survivre. Mais comment procédaient les hommes 4000 ans avant Jésus-Christ pour extraire ces énormes blocs de pierre? Les hommes du néolithique attaquaient dans les fissures, créaient des petites encoches. Il suffisait d'y enfoncer des coins en bois et puis de les gonfler avec de l'eau pour finalement faire éclater un petit peu plus la roche. Et là, c'est vraiment la phase d'arrachement. Et en plus, c'est un cas vraiment type, on a les encoches d'extraction de chaque côté. On a 2 encoches ici, 2 encoches là. Même si l'édification des pierres devait se faire au cours de grands rassemblements, leur mise en place en si grand nombre a dû s'étaler sur plusieurs siècles. En voyant ces milliers de pierres dressées, une question surgit immédiatement. Pourquoi sont-elles concentrées à Carnac et dans les environs immédiats? Il y avait sûrement une population très dense ou alors un endroit de rassemblement de toute façon inévitable pour mettre en place toutes ces pierres dressées et ces monuments gigantesques.
4000 ans avant Jésus-Christ, le littoral breton était-il un Eldorado qui aurait attiré une population nombreuse? Au néolithique, ici, il y a tout. Il y a une terre formidable, il y a la mer, donc échanges culturels et commerciaux par bateau. Il est probable d'ailleurs que la fabrication du sel soit l'origine de la richesse de la région. Et on a vraiment un contexte tout à fait favorable et on voit que c'est le bord de mer qui est littéralement bordé de ces stèles. Et si on regarde les éléments de Karnak que l'on voit représentés par cette grande barre ici, on voit très bien leur concept d'implantation de barres de stèles. Quand on remonte comme ça, c'est vraiment une sorte de mur qui marque le début d'un pays de grande répartition de ces groupes de pierres dressées. Si la plupart des menhirs s'intègrent dans des compositions d'ensemble, certains plus isolés attirent immédiatement l'attention par leur taille et leur exposition particulière. Cet énorme menhir, c'est le plus haut dressé actuellement sur la côte morbihanaise. On ne connaît pas sa longueur totale, mais là, en hauteur, il frôle les 6 mètres, un tout petit peu moins. C'est clair que le fait qu'il soit en dehors de la file de monolithes lui donne une valeur très particulière. Le fait que ce soit le plus grand, le plus important. Si c'est une pierre d'une personne, c'était quelqu'un de très important. Ou du moins, les valeurs qui lui étaient attribuées étaient importantes. On est dans le domaine de la mythologie que s'invente un peuple. Et je pense que c'est le début de nos mythologies modernes qui va lentement prendre naissance ici et se développer à travers le temps. Les menhirs symbolisent donc l'émergence d'une culture pleine de mystères. Et il faut parfois savoir les observer avec l'œil d'un détective pour en décrypter toute la richesse. Ce qui est vraiment étonnant, c'est la faveur de cette belle luminosité et de la lumière radiante du soleil. Il y a des gravures qui apparaissent là, en se promenant dans les menhirs. C'est quelque chose, à mon avis, qui n'est pas connu. On voit toute une série d'incisions horizontales. On arrive à les suivre là, jusque-là. Là. Il y en a même un petit peu plus bas. Et là, je pense que c'est une découverte un petit peu en live. Je pense que si on vérifiait toutes ces gravures ou tous les menhirs avec une lumière rasante de nuit, on ferait pas mal de découvertes. Je pense qu'il y a encore énormément de choses à découvrir dans ces alignements. Loin d'être de gros blocs de pierre brute plantés dans le sol, les menhirs pouvaient donc être ornés de gravures. La plupart d'entre elles ont sans doute été usées par la pluie et le vent, mais certaines, protégées des intempéries, ont traversé les millénaires. Il y a toute une série de serpents qui sont dessinés. Là, on voit très bien les ondulés du corps du serpent avec la tête qui se positionne ici. Il y en a un autre à côté, ici, là. La dimension symbolique des mégalithes est omniprésente. En témoignent les gravures qui ornent certaines pierres, mais aussi l'organisation spatiale de ces ensembles. Parfois, l'architecture des sites est d'une surprenante précision. C'est le cas de Stonehenge, dont la structure géométrique fait figure de modèle. Situé à 130 km au sud-ouest de Londres, Stonehenge est la forme la plus aboutie de ce que les Celtes appelaient cromlech, une enceinte de pierre formant un cercle. Son édification se serait déroulée en 3 phases, entre 3000 et 1500 avant Jésus-Christ, soit près de 1000 ans après Karnak. La danse des géants, comme on l'appelait au Moyen-Âge, attire l'attention des archéologues depuis des décennies. Observatoire astronomique, sépulture royale, lieux cérémoniels, édifices commémoratifs, les théories se succèdent au fil des découvertes. Mais pour certains, la magie du lieu se passe d'explications. Quelques habitués, aventuriers nomades, viennent y faire étape chaque année pour en goûter la beauté. Chris et Rob sont 2 piliers de cette petite communauté amoureuse de Stonehenge. Ils s'installent pour quelques semaines dans les chemins qui bordent le site et, malgré les clôtures, se laissent pénétrer par l'atmosphère du lieu. Ce lieu a quelque chose qui vous incite à réfléchir sur votre mortalité, sur le sens que vous donnez à votre vie et les grandes questions qu'on se pose. Je ne peux pas vraiment expliquer ce qui m'attire.
Chaque fois que je fais d'autres choses, que je pars ailleurs, que je suis concentré sur d'autres aspects de ma vie, il y a comme une force qui me fait revenir et me ramène ici. Ce lieu a une puissance qui vous fait regarder le monde autrement. Vous savez, il y a tout ce chaos qui nous entoure, dans nos vies. Mais quand vous venez ici, tout ça est remis en perspective. C'est un élément stable, tangible, dans un monde qui change constamment. Un tel lieu se doit d'avoir un gardien, et Rob se sent parfois investi de cette mission. Peut-être que je suis là juste pour veiller sur le site, pour être sûr qu'il ne lui arrive rien. Il est évident que les pierres sont disposées selon une logique astronomique ou cosmique, car derrière tout ça, on perçoit une grande précision géométrique. Peut-être est-ce pour cette raison que Stonehenge est devenu un véritable lieu de pèlerinage. Des centaines de générations se sont rassemblées ici. Les gens viennent du monde entier pour se retrouver. Et il doit bien y avoir quelque chose de commun qui les réunit. Je ne sais pas. C'est sans doute quelque chose qui est ancré en nous. Nous avons besoin de lieux comme celui-là, pour se rassembler en tant qu'espèce. Et tout simplement, être. Pour nos ancêtres, Stonehenge était sans doute un temple solaire qui permettait de ponctuer les saisons au cours de grands rassemblements. Les célébrations dont il a été le théâtre il y a 5000 ans se perpétuent aujourd'hui. Au moment du solstice d'été, dans la nuit du 20 au 21 juin, une foule immense venue des 4 coins de la planète se rassemble pour célébrer le lever de soleil du premier jour de l'été. On m'appelle le roi Arthur, et je suis druide. Je suis venu pour célébrer le solstice. Et c'est ce que nous fêtons. C'est la renaissance du soleil, le jour le plus long de l'année. Nous allons célébrer cet événement avec de la poésie, avec des vers, avec des rituels. Mais surtout, nous allons faire cette célébration avec près de 37 000 personnes, car c'est le grand rassemblement des tribus. C'est la fête de la lumière chez les Celtes, c'est le moment où la nuit est la plus courte dans l'année. Et donc c'est une fête très importante pour nous parce que c'est une fête qui se partage. Si Stonehenge inspire les druides modernes, le site n'a pourtant aucun lien avec les prêtres celtes qui apparurent 2000 ans après sa construction. La force qui émane du lieu explique sans doute la fascination qu'ils ressentent pour cet imposant monument. L'énergie qui vient des pierres à cette période de l'année est irrésistible. Il y a une énergie naturelle ici, et les anciens le savaient. C'est ce qui les a attirés, et c'est pour ça qu'ils ont dressé les pierres. Ça les a même peut-être aidés à les ériger. C'est comme un point d'énergie dans la planète. Vous ne pouvez pas avoir des millions de personnes attirées au même endroit depuis des millénaires pour rien. C'est vraiment un lieu spécial, c'est comme une église. J'ai demandé ma belle en mariage à l'intérieur du cercle. J'ai dit oui. Aujourd'hui, chacun a ses raisons de venir célébrer le solstice d'été à Stonehenge. Mais les archéologues sont unanimes pour dire que ce cercle de pierre géant était certainement le théâtre de grands rassemblements. J'aime imaginer qu'il se passait le même genre de choses il y a 5000 ans. Stonehenge a été construit au moment où nos ancêtres chasseurs-cueilleurs sont devenus agriculteurs. Ils ont construit cela pour savoir à quel moment de l'année ils étaient, en fait. En fait, c'est une grande horloge solaire, mais elle ne vous donne pas l'heure de la journée, mais les cycles saisonniers. Maintenant, si vous y pensez, si elle n'était pas bien conçue, le gel risquait de dévaster les récoltes, parce qu'ils auraient semé leur culture au mauvais moment, et leur société, leur tribu auraient été décimées. Il fallait donc être précis et bien faire les choses. Et ils y sont parvenus en observant le mouvement des étoiles et du soleil. C'est dans ce but que ce temple a été édifié. C'est sa fonction. Et c'est dans cet esprit que certains d'entre nous y faisons encore des célébrations aujourd'hui.
Il y a 4000 ans, les célébrations étaient sans doute aussi accompagnées de chants, de musique et de danse. Certains archéologues ont émis l'hypothèse que la structure de Stonehenge aurait été pensée pour favoriser la diffusion du son lors des cérémonies. Je suis un danseur, j'aime danser, j'aime la musique. Et je pense que la musique peut changer notre humeur, notre état de conscience, nous plonger dans un état de rêve. Et c'est quelque chose de reconnu par les maîtres chamans du monde entier. Et je pense que, tout en étant un temple de la lumière dédié au soleil, ce lieu a aussi été pensé par rapport à l'acoustique. Cela permettait à la fois d'écouter un orateur parler, comme dans un amphithéâtre. Par le feu! Cela permettait aussi d'aider les gens à modifier leur état de conscience, à être plus ouverts. Stonehenge a marqué les esprits depuis sa création jusqu'à notre époque. La puissance de sa structure, son graphisme fascine. Le site a été décliné sous différentes formes au fil des siècles. En 1820, le shérif du Yorkshire fait construire le temple des druides dont la structure et les proportions sont fortement inspirées de Stonehenge. La table de sacrifice, située au centre de l'édifice, l'atmosphère mystérieuse qui s'en dégage, ont alimenté de nombreuses rumeurs de cérémonies sataniques et de réunions de confréries secrètes. Beaucoup plus récemment, une version post-industrielle du célèbre site de Stonehenge est née aux USA dans les années 1970. Cairns est la réplique fidèle du site néolithique. Les voitures ont remplacé les pierres, mais l'orientation solaire a été respectée. Une façon d'être fidèle au concept de cadran astral du site initial. À l'image de Stonehenge, l'utilisation des sites mégalithiques comme horloge saisonnière est une question récurrente. L'hypothèse de leur orientation astrale prend tout son sens dès qu'on les survole. Laurent Lescope, architecte passionné d'archéologie, veut tester de façon scientifique cette hypothèse sur le site de Crucuneau dans le Morbihan. Il se rend sur place avec son fils pour explorer la question. Ici, ce qui est important, c'est qu'il y a une histoire très particulière sur le site de Crucuneau. Il est réputé comme étant orienté selon les axes stellaires, et particulièrement sur le lever du soleil au solstice d'hiver et au solstice d'été. Donc c'est, on va dire, une sorte de petit Stonehenge, c'est la réputation qu'a le site. Donc l'idée, c'est de faire un relevé du site. Donc on profite d'un temps avec une lumière relativement homogène. Donc le matin est idéal pour ça, pour ne pas avoir d'ombre portée ou de contraste trop fort. Et l'idée, c'est de couvrir complètement la zone de photos, prise sous tous les angles. Et ensuite, avec un logiciel, on va reconstituer tout ça en 3D. On a ici, dans les carrés bleus, ce sont toutes les positions de l'appareil photo. Là, on a vraiment une modélisation qui est fiable, quoi, et orientée, puisque vraiment toujours notre souci ici, c'est d'avoir l'orientation parfaitement précise pour après faire la simulation de la course solaire. Donc là, on a cet arc qui correspond à la position du soleil à chaque heure. La course ici en -4000 et la comparaison avec la situation contemporaine. Le matin, en été, on a effectivement, donc dans cette direction-là, le soleil qui va se lever à l'angle et le soir, le soleil va se coucher effectivement à l'angle. 4000 ans avant Jésus-Christ, nos ancêtres paysans étaient certainement sensibles aux phénomènes naturels qui rythmaient le travail de la terre. Certains sites mégalithiques auraient ainsi servi d'observatoire pour mesurer la course du soleil et les cycles saisonniers.
Alors, savoir si précisément ces sites ont été orientés de cette façon-là, avec cette idée-là en tête, est-ce que c'était l'objectif, l'intention de départ? Ça, c'est assez difficile à trancher, mais dire qu'ils pouvaient participer à une forme de repère spatial et temporel, ça, je pense que oui. L'orientation solaire de Crucuno fait débat suite à la restauration du site par Félix Gaillard, un des pionniers de l'archéologie des mégalithes à la fin du 19e siècle. Félix Gaillard a protégé et restauré le site en 1887. Et ce qui est important, c'est que Félix Gaillard a écrit, 10 ans plus tard, a publié un livre qui a eu une certaine importance, qui s'appelle « L'astronomie préhistorique ». Et le fait que le site soit parfaitement orienté selon les solstices, le fait que ça tombe vraiment très juste, le fait que le site ait été restauré, on a beaucoup dit derrière que ça avait été intentionnellement finalement replacé pour que ça corresponde très bien, pour que ça marche très bien. Christian Obelz, infatigable explorateur de mégalithes, vient faire son enquête sur le site, car pour lui, l'orientation astrale de Crucuno reste incertaine. La présence de très nombreux monolithes pris dans les murs, aujourd'hui cachés par la végétation, suggère qu'on avait affaire à un complexe de pierres dressées beaucoup plus important que simplement un rectangle. J'ai fait un travail d'archives et ça devient carrément intéressant. La grosse surprise, c'est lorsqu'on va étudier le plan du géomètre anglais Murray Vickers, on s'aperçoit qu'au lieu d'avoir 22 menhirs, on en a une cinquantaine et que ça ne forme pas du tout une structure comme ça. Aujourd'hui, ce qui est conservé, c'est ça, ça, ça et ça. Tout le reste a été détruit à part quelques monolithes couchés qu'on voit gisant de ci, de là. Encore, il faut tenir compte que ce plan est de 1832. On n'a aucun document antérieur à celui-là. Qu'en était-il avant ? Tenter de remonter le temps, percer les mystères des mégalithes, tel est l'objectif que poursuivent des archéologues comme Deborah Anderson. Elle brave le vent et le froid des confins sauvages de l'Écosse pour se rendre régulièrement sur le site de Callanish. Surnommé le Stonehenge du Nord, ce cercle de pierre est situé sur l'île Lewis, à l'extrême nord de l'Écosse. Sa situation très particulière laisse à penser qu'il serait lié au cycle de la Lune. L'île de Lewis est située à 58 degrés de latitude nord. Et le solstice de pleine lune se produit seulement à cette latitude. Le seul autre endroit dans le monde où on l'observe, c'est à 58 degrés sud, à Cape Cod, au sud du Chili. Donc Callanish a sûrement été construit avec cette logique d'alignement lunaire. Le solstice de pleine lune se produit seulement tous les 19 ans. C'est quand la lune est à son point le plus bas sur l'horizon, quand elle l'effleure. Il y a un ensemble de collines ici qui ressemble à une femme allongée sur le dos. Et à cette période, la lune épouse la forme des collines. Ce spectacle étonnant a inspiré l'artiste Christina Walczuk, qui s'est prise d'une véritable passion pour le site. Cette figure s'appelle la femme endormie ou la vieille femme des Moors. Et on a l'impression qu'elle enfante la lune. Puis la lune glisse le long de son corps, disparaît derrière la colline et renaît. Quand vous êtes en bas de l'alignement de pierre, vous avez l'impression que la lune sombre dans l'anneau central. C'est un spectacle extraordinaire et je voulais restituer ça dans mes peintures. L'orientation de Callanish, selon des axes lunaires, aurait attiré l'attention dès l'Antiquité. Diodorus, un historien grec, mentionne l'existence d'un temple de la Lune à 58 degrés de latitude nord. Selon d'autres manuscrits anciens, c'est à Callanish que la déesse lunaire visiterait la Terre tous les 19 ans. Peut-être est-ce pour capter le pouvoir de l'astre nocturne que les peuples du Nord ont érigé le cercle de pierre là où la pleine lune du solstice d'été effleure les montagnes. Édifié à partir de 3000 ans avant Jésus-Christ, ce site est unique en Europe, car il concentre en un seul lieu les trois grandes formes de monuments mégalithiques. Des alignements,
un cercle de pierre et un tombeau. Là, c'est la chambre funéraire, qui a été ajoutée après la grande stèle et le cercle de pierre. C'était une sépulture collective. L'inhumation des morts illustre une évolution culturelle, sociale et spirituelle majeure de nos ancêtres, il y a 5000 ans. Le néolithique transforme totalement le rapport de l'homme à la nature. Avant, les humains étaient immergés dans un espace naturel où ils se déplaçaient et vivaient. Au néolithique, ils s'installent en un lieu qu'ils choisissent et ils commencent à construire des monuments. Cela veut dire « cette terre nous appartient ». Et s'ils construisent les tombeaux sur des collines, c'est aussi pour signifier « ici sont enterrés nos ancêtres, c'est notre territoire ». Comme pour de nombreux sites mégalithiques, la position de Calaniche dans le paysage a été pensée. Vous trouvez souvent des cercles de pierre à proximité de plans d'eau. Et cette frontière entre les vivants et les morts, l'eau et la terre, semble importante pour les bâtisseurs de ces monuments. Les représentations qui ont guidé les concepteurs de Calaniche sont revisitées 5000 ans plus tard par Christina Walczuk. Dans la galerie qu'elle tient avec son mari Roger, les tableaux exposés sont imprégnés d'éléments symboliques. En tant qu'artiste figuratif, j'aime faire ressortir le point de vue émotionnel, spirituel, en captant des éléments visuels dans le paysage et sur les pierres. Ici, j'ai introduit ce corbeau qui vole, car dans la mythologie celtique, il représente la mort. Et cette figure ressemble à un squelette. On a donc quelque chose qui meurt, puis renaît en relation avec la Lune. Là, je vois une femme qui vient d'enfanter, et là, on a le squelette avec la mort. J'aime cette idée de la vie, de la mort et du cycle de la vie. Pendant que Christina met la dernière touche à une nouvelle œuvre, Roger part sur le site, en quête de symboles. En s'approchant des pierres, certains ont repéré des images sur ces pierres. Nous sommes des artistes, et c'est ce qui nous intéresse. Vous avez remarqué ici, il y a comme un visage de femme, de profil, un peu comme un portrait égyptien. C'est la pierre féminine. Si on entre à l'intérieur, ici on a la pierre masculine, qui évidemment est très phallique. La pierre masculine et la pierre féminine vont ensemble. Elles forment une boîte là, avec ses arêtes. Et c'est à travers cette boîte qu'en été, au lever de soleil, un rayon de lumière frappe ce rocher. Et c'est comme ça que l'énergie du soleil entre à l'intérieur du cercle. Perdu au milieu des landes et des lochs écossais, ce site dégage une force et une poésie rares. Il ne peut manquer d'inspirer les artistes et d'enflammer les imaginations. Roger sillonne le site en tous sens et se laisse porter par son inspiration. Le point serait là-bas. Ça marque l'équinoxe. Ça reflète la forme du paysage. Cette crête, cette encoche-là, c'est là que se couche le soleil l'hiver. Quand quelque chose vous éblouit, vous faites ça pour vous protéger les yeux. Et je pense qu'ils ont volontairement donné cette forme à la pierre, pour masquer le soleil et éviter qu'il ne les éblouisse. Je pense que cette pierre-là est une pierre des morts. On voit comme un squelette dessiné dessus, peut-être en hommage aux défunts. C'est sûrement à cause de cette image qu'elle a été placée là, près de la chambre funéraire. La grande pierre au centre, certaines personnes ont suggéré que ça ressemblait à un gouvernail de bateau, comme pour guider l'esprit des morts vers les étoiles. Calaniche, qui marque les esprits encore aujourd'hui, est l'œuvre de populations qui maîtrisaient le cycle des saisons, observaient les astres et voyageaient sur les océans. Ces pierres dressées sur les collines d'Écosse ne seraient-elles pas tout simplement le symbole d'une civilisation mégalithique ? Ce cercle de pierre s'inscrit dans une tradition qu'on retrouve en descendant le long de la façade atlantique. Il y a des preuves qui suggèrent que les populations se déplaçaient le long de cette côte vers le nord et vers le sud, et ces déplacements diffusaient les idées et les traditions. Quelques milliers de kilomètres plus au sud, comme un écho à Calaniche, des silhouettes de pierre se perdent dans la mer.
Témoins de la mutation des paysages depuis 5000 ans, ces arcs de pierre dressés à moitié immergés intriguent. Située dans le golfe du Morbihan, l'île d'Erlanic a été déclarée réserve naturelle. Elle n'est accessible que par la mer et il est interdit d'y poser les pieds. Laurent Lescope se fait donc accompagner en bateau par Yves Bélenfant, qui connaît bien le site. C'est vraiment un double hémicycle, hein. Ce ne sont pas tout à fait deux arcs de cercle. Donc là, on voit très bien le premier. Et le second, enfin, on ne le voit pas parce qu'il est totalement immergé, lui. Là, on est à pleine mer, hein. Donc à pleine mer, là, ils sont à quoi? À 3-4 mètres maximum. Les monolithes que l'on voit là, sur la première enceinte, bon, il y en a un qui est de taille conséquente, là, celui qui est au sommet. Mais les monolithes qui sont totalement immergés sont 3 à 4 fois plus gros que ceux-là. Les fouilles archéologiques qui ont été faites à proximité des pierres ont donné des indices sur la fonction que pouvait avoir le site. Quand on regarde le matériau qui a été retrouvé là, archéologique, il a été retrouvé quasiment plus d'1 tonne de poterie et il a été retrouvé des traces d'éléments de fumigation. Donc là, on peut avoir quelque chose qui a un rapport avec un culte, quelque chose de cultuel. Il a été retrouvé aussi nombre de petites flèches en silex. Vous aviez aussi des coffrages, et dans ces coffrages, on a retrouvé des os de bovidés incinérés. Donc là, on a beaucoup plus affaire, vous voyez, peut-être à quelque chose qui a rapport avec, avec une cérémonie, enfin avec un culte. Mais enfin, quoi, ça c'est très difficile à dire. Une chose est sûre, les arcs de pierre ont été édifiés sur la terre ferme, dans un paysage très différent, transformé depuis par les changements climatiques. Laurent fait un relevé photographique du site pour le modéliser en 3D et faire une simulation de son environnement d'origine. Il y a 5000 ans, on estime que le niveau de l'eau était 6 à 8 mètres plus bas. C'est vrai que d'imaginer tout ce site sans l'eau, il faut faire un petit effort d'imagination. Alors l'image va permettre d'aider cet effort d'imagination. C'est une modélisation qui est avant tout pour comprendre les proportions que cela prend à l'échelle d'un paysage. Ces pierres dressées faisaient sans doute partie d'un ensemble de sites connectés les uns aux autres. En effet, au loin, de l'autre côté du bras de mer, se dresse une construction de pierres sèches appelée cairn par les archéologues. Le cairn de Gavrinis est un monument funéraire construit 4000 ans avant Jésus-Christ. Sous cet amas de pierres se cache un véritable trésor, devenu l'un des terrains d'exploration de Laurent Lescope. 22 des 24 stèles de pierre qui composent le couloir intérieur et la chambre funéraire sont entièrement gravées. Le site a été surnommé pour cette raison la chapelle Sixtine du néolithique. Laurent procède à un relevé précis de toutes les dalles pour les modéliser en 3D et pouvoir ainsi mieux en déchiffrer les motifs. Voilà, on va voir apparaître les gravures de façon beaucoup plus précise. Un élément très important, c'est la position de la gravure dans le volume global. C'est-à-dire que pour l'instant, ce que l'on voyait, c'était des gravures qui étaient reproduites sur un plan et on avait peu d'idées du volume sur lequel s'appuyait la gravure. Or, à Gavrinis, en regardant de façon attentive l'ensemble des stèles, on va voir que certaines gravures sont quand même commandées par le volume des pierres, par le modelé de départ qu'avait pu avoir la pierre. Vu la densité, la régularité et la façon dont les choses sont faites, on se demande si ce n'est pas la même main qui aurait gravé l'ensemble des stèles. Et dans ce cas-là, on aurait effectivement affaire à un Michel-Ange de cette époque. Un des éléments remarquables a été trouvé ici. Ce sont des bateaux, en fait, il y a là et là. Et puis, les éléments que l'on voit comme des picots ici seraient l'équipage. C'est une façon de figurer des bateaux et son équipage que l'on retrouve beaucoup dans des gravures contemporaines. L'environnement maritime a certainement influencé le répertoire artistique des occupants de la région au néolithique.
Quand on regarde le courant, on voit qu'effectivement ils font des arcs et on pourrait se poser la question, on pourrait se demander si ces formes n'ont pas inspiré celles que l'on trouve à l'intérieur. L'objectif de Laurent est aussi de faire une modélisation 3D très précise de l'extérieur du site. Ici, on a par exemple le volume général du cairn en nuage de points et on voit qu'il manque quelques éléments, donc ils seront probablement complétés par les prises de vue du drone. Avec les images de drone, j'aurai la possibilité d'avoir en une seule fois l'ensemble du site avec beaucoup de détails. Donc ce sera vraiment très très utile pour la suite. Bon, on va décoller. C'est possible de balayer la façade là? Oui, bien sûr. On va partir de gauche à droite. Là c'est parfait. L'usage de ces modèles a été pour l'extérieur d'avoir le volume complet, pour l'intérieur d'avoir le détail de l'ensemble des gravures. Le raccordement intérieur et extérieur permet de placer très précisément le couloir dans le volume du cairn et d'avoir une image un peu sous la forme d'une échographie. L'intuition de Laurent est que le couloir du cairn de Gavrinis a été orienté par rapport à l'axe du Soleil au solstice d'hiver. Le 21 décembre, les premiers rayons du soleil levant viennent éclairer le couloir et la chambre funéraire. Un signe de plus qui montre le lien étroit des peuples du néolithique avec la nature et toutes les forces qui l'animent. Les éléments naturels, que ce soit la pierre, l'eau, le vent, les astres, ont contribué à la mise en place de ces mégalithismes. Cette proximité entre pierres dressées et forces naturelles a contribué à nourrir de nombreuses croyances et légendes à travers les âges. Il y a quelques légendes liées aux géants gargantois, aux fées, aux korrigans. Par exemple, sur le géant gargantois, qui avait souvent un caillou dans sa chaussure et qui l'a enlevé, et le caillou tombant, ça a fabriqué un menhir. Ou souvent, on parle du fuseau, le fuseau de la fée qui filait sa laine et qui a été transformé en menhir. Il y a également le dolmen qui pouvait servir de maison aux korrigans, ces petits êtres malicieux qui, une fois la nuit tombée, au clair de lune, pouvaient vous entraîner dans des danses infernales et on ne vous retrouvait jamais. Très proche de ces monuments mégalithiques, on va souvent retrouver des rochers naturels. Des rochers naturels qui montrent à la surface souvent des bassins qui ont été formés géologiquement par l'érosion naturelle du granit. Et ces bassins, qui ont été souvent considérés comme des pierres à sacrifice, ont suscité énormément de légendes. Sur certains menhirs, on s'en servait comme rite de fertilité pour les femmes pour avoir des enfants. Alors on venait déposer des petites fleurs qu'on tressait avec de l'huile et on se frottait le ventre contre le menhir, nu de préférence. Et je l'ai vu faire ça, mes propres yeux. Pas par des gens des mouvements New Age, hein, par des anciens. Hein. Donc c'est pas encore complètement disparu ces traditions-là, mais ça nous ramène toujours à la notion de force liée à la pierre. Quand on voit ça dressé, bon, je veux pas être un freudien outrancier que je ne suis pas, mais il y a un côté un peu phallique quand même dans ces énormes pierres dressées, et c'est une force, cette forme de virilité, de puissance. De nos jours, beaucoup de gens viennent se ressourcer sur ces mégalithes, viennent apposer leurs mains ou viennent se promener autour, s'asseoir, s'allonger, les regarder. Est-ce que ces pierres transmettent de l'énergie? Là, on flirte aussi avec ce qui est vérifiable scientifiquement et ce qui n'est pas vérifiable, entre le visible et l'invisible. C'est justement cette part d'invisible qu'explore Maria Whitley. Fille de sourcier, elle s'est très tôt intéressée à l'énergie des mégalithes. Son terrain d'exploration privilégié est le site d'Evebury, où tout passionné de menhir se doit de faire un pèlerinage. C'est un lieu spécial, car il en émane de l'énergie terrestre.
Et c'est ce que nos ancêtres recherchaient. Ce courant énergétique, qu'on appelle la ligne de Saint-Michael, s'étend sur 500 km et concentre de nombreux sites sacrés. Avebury est exactement au milieu de cette ligne. Pour Maria, l'emplacement d'Avebury ne doit donc rien au hasard. Le site est au milieu d'un courant d'énergie qui traverse le sud du Royaume-Uni d'ouest en est. Quand vous plantez un menhir dans le sol sur un courant d'énergie terrestre, quelque chose de vraiment magique se produit. La pierre absorbe l'énergie et vous avez comme des faisceaux énergétiques qui s'enroulent autour d'elle. Il y a 5 faisceaux au-dessus du sol et 2 sous la surface. Le faisceau numéro 2 envoie un signal électromagnétique à cette pierre, à celle-ci, à celle-là, et cela tisse une toile d'énergie électromagnétique à l'intérieur du cercle de pierre. Selon Maria, la capacité des pierres à absorber de l'énergie viendrait de leur composition. Ce type de pierre est une sorte de grès qui s'est formé il y a des milliers d'années à partir de sable. Et elle contient beaucoup de silicone. C'est intriguant car les silicones pour nous font référence à tout ce qui a révolutionné nos vies. Les puces électroniques et les semi-conducteurs qui composent nos ordinateurs et nos téléphones mobiles. Peut-être que nos ancêtres auraient trouvé comment utiliser cela d'une toute autre manière, en plantant d'énormes blocs de silicone dans le sol pour les faire traverser par des faisceaux d'énergie. Maintenant, faisons un test de détection des radiations. Cette baguette est composée de cuivre et de nickel. Elle est conductrice et elle permet de localiser les faisceaux d'énergie. Donc, en faisant monter la baguette le long de la pierre, au niveau de la 3e bande d'énergie, là, elle détecte un signal. Et si je recommence à déplacer la baguette en montant, là, c'était particulièrement fort. Et je monte encore, et voilà, on repère les faisceaux d'énergie. Pour certains, les hommes du néolithique auraient été capables de canaliser cette énergie. De nombreuses personnes pensent que d'une certaine manière, nos ancêtres étaient capables de manipuler des courants d'énergie pour transporter les pierres. Cela paraît fantastique, c'est vrai, mais peut-être qu'il y a un début d'explication à cela. Avec nos équipements, nous avons mesuré l'activité électromagnétique terrestre et nous avons enregistré 3 signaux de longueur d'onde différentes. Par ailleurs, un chercheur qui travaille sur les pyramides de Bosnie a émis l'hypothèse qu'il existe une fréquence de lévitation correspondant à 25 Hz. Or, c'est une des 3 fréquences que nous avons trouvées dans nos mesures. Se pourrait-il alors que nos ancêtres aient eu connaissance de cette fréquence de lévitation et l'aient utilisée? Maria pense aussi avoir percé le mystère de l'attraction qu'exercent sur nous les sites mégalithiques. Avec notre équipement, nous avons aussi mesuré que certains courants d'énergie terrestre et les nappes d'eau souterraines émettent des fréquences de 7 Hz. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, 7 Hz correspond à une longueur d'onde de relaxation, quand vous êtes dans un état méditatif. Et je suis sûre que si les gens viennent sur ces sites, c'est qu'ils y ressentent une forme de bien-être. L'énergie dégagée par ces sites nous attire encore aujourd'hui, même si, selon Maria, nos ancêtres la percevaient beaucoup plus fortement. Nos ancêtres étaient beaucoup plus connectés à l'environnement et leur sensibilité était bien plus grande. Aujourd'hui, nous nous baladons avec des vêtements en nylon, des chaussures synthétiques. Nous n'avons plus ce lien avec la Terre. Nous l'avons perdu. Et j'ai le sentiment que ces sites anciens sont des lieux où on retrouve la connexion avec notre mère nature. C'est vraiment une façon de retrouver cette harmonie avec notre planète, dans toute sa gloire.
Les mégalithes nous attirent par leur puissance d'évocation, car ils nous ramènent aux origines de notre culture. Ils illustrent une période essentielle de l'histoire de l'humanité. Il y a 6000 ans, nos ancêtres se sédentarisent, marquent leur territoire, enterrent leurs morts et posent les bases d'une civilisation dont les mégalithes sont des symboles spectaculaires. Si la science a permis de mieux comprendre qui a édifié ces monuments, à quelle époque et comment, une question restera à jamais sans réponse. Pourquoi ? Car nos ancêtres ont emporté avec eux les rites et les croyances qui animaient ces lieux.